Madame, Monsieur, bonsoir. De l'agriculture au menu de questions éco ce soir. Après un démarrage en demi-teinte, la campagne agricole reprend des couleurs grâce à la clémence du ciel. Impact des dernières pluies sur les différentes filières, notamment céréalières, politique de soutien des prix, gestion des ressources en eau, en passant par la situation des exportations marocaines. Ce soir dans Questions éco, pour tout ce qu'il faut savoir sur cette campagne agricole, nous recevons le secrétaire général du département de l'agriculture et du développement rural au ministère de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts. Mohamed Sadiqi sera avec nous. Bienvenue à tous. Mais avant d'établir le contact avec notre invité, tout d'abord, cette actualité, le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts, Aziz Arnouch, a dressé lundi au Parlement le bilan provisoire pour la saison agricole. Les chiffres semblent optimistes dans l'ensemble, grâce notamment aux pluies abondantes de ces dernières semaines. Les détails dans ce récit d'Ala Benani. Après une année difficile, marquée par les effets de la sécheresse et la crise sanitaire, la saison agricole se réanime. La superficie emblavée en culture d'automne s'est élevée à 5,35 millions d'hectares jusqu'au 22 janvier. Le travail mécanique des sols avait concerné 94% de la superficie travaillée et un total de plus de 1,193 millions de quintaux de semences homologuées avaient été vendus, soit environ 75% des réserves. La superficie cultivée a pour sa part atteint environ 4,88 millions d'hectares consacrés en particulier aux céréales d'automne sur une superficie de 4,2 millions d'hectares. Dans le cadre du programme de multiplication des céréales d'automne, une superficie de 51 082 hectares a été cultivée, dont 40% en irrigué. S'agissant des cultures sucrières, la superficie programmée pour la betterave à sucre est estimée à 53 600 hectares contre 56 400 hectares enregistrés au titre de la saison précédente. Pour la canne à sucre, la superficie emblavée s'élève à 12 423 hectares, dont 2500 hectares sont programmés au titre de cette saison. Enfin, grâce aux dernières intempéries, les réserves des barrages à usage agricole avaient cumulé au 21 janvier environ 5,81 milliards de mètres cubes au lieu de 6,22 milliards de mètres cubes l'an dernier. Le taux de remplissage de ces barrages est de 43%, contre 45% à la même période de l'année précédente. Et pour commenter ces chiffres, j'ai le plaisir d'accueillir depuis Rabat par Skype Mohamed Sadiqi, secrétaire général du département de l'agriculture et du développement rural au sein du ministère de l'Agriculture. Bonsoir Mohamed Sadiqi. Bonsoir et merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter d'être avec nous ce soir. Donc nous venons de l'écouter dans ce récit, beaucoup de chiffres, n'est-ce pas ? Pourriez-vous peut-être nous donner un peu plus de détails sur le début de cette saison agricole en ce qui concerne les régions par exemple ? Très bien. Alors, d'abord, en termes sur le plan pluviométrie, nous avons connu un retard donc des pluies, ce qui a donc affecté le début de cette campagne, mais il y a eu un rattrapage dès la deuxième décade de novembre et puis surtout la première décade de janvier. D'abord, en termes de production d'automne, c'est-à-dire les cultures qui arrivent donc à produire pendant cette saison. Quelques chiffres, l'olivier a atteint 1,6 million de tonnes, soit plus de 14% par rapport à la campagne dernière. Les agrumes, 2,3 millions de tonnes, soit plus de 29%. Les dattes, 149 000 tonnes, soit plus de 4%. Les autres fruits, 2,6 millions de tonnes, soit plus de 2%. Donc, vous voyez qu'il y a eu donc une amélioration de la production sur les principales donc cultures arboricoles d'automne. Concernant les cultures annuelles donc d'automne, en termes de légumes, nous avons atteint 7,5 millions de tonnes, soit plus 1% par rapport à la campagne dernière. Alors, pour la mise en place des nouvelles cultures, comme ça a été donc dit dans le reportage, la superficie labourée globalement a atteint 5,35 millions d'hectares, donc
dont 9% en irrigué, il y a eu une augmentation de 9% par rapport à la campagne précédente. Alors sur cette superficie donc, qui est préparée pour les semis, la superficie semée est de 5, un peu plus que 4,8 parce que depuis le 21 janvier, il y a eu une augmentation donc, des superficies. Cela concerne les principales céréales d'automne, qui ont atteint une superficie de 4,3 avec une marge d'augmentation notamment dans les zones montagneuses, soit 86% du programme de cette saison. Les ventes de semences, comme ça a été dit, est un autre indicateur important, ça atteint 1,2 à peu près, ça va peut-être aller jusqu'à 1,3, soit 75% du disponible. La multiplication des semences d'automne, c'est-à-dire en prévision de la campagne prochaine, a atteint donc 51 000 hectares, dont 40% en irrigué, donc à peu près le programme donc, prévu. Pour les légumineuses alimentaires, c'est-à-dire les fèves, les haricots, les petits pois, nous sommes à 173 000 donc, hectares et évidemment, il y aura d'autres cultures légumineuses au printemps. Pour les légumes d'automne, une superficie de 100 000 hectares, c'est à peu près donc, le programme donc, prévu. Les cultures fourragères, on est sur une superficie de 504 000 hectares, donc c'est un peu plus que l'année dernière. Et puis, culture sucrière, vous l'avez dit, donc la betterave, on est à 53 600. L'année dernière, on était à 56 000. Et puis la canne à sucre sur 12 000, à peu près 12 500 hectares. Très bien. Alors, voilà. Vous avez parlé justement de ces bonnes nouvelles, n'est-ce pas, pour toutes ces filières. Est-ce qu'on peut parler aussi d'une bonne nouvelle pour la filière céréalière? Est-ce qu'il y a eu assez de pluie pour que cette campagne soit bonne pour les céréales? Exactement, donc 4,2 millions d'hectares donc, de céréales. Il s'agit de semis qui sont un peu donc décalés dans le temps, mais étant donné les températures actuelles qui sont basses et les conditions de semis étaient très favorables, donc l'installation de culture a été faite dans des conditions donc propices. La germination et le départ du cycle des céréales se fait dans de bonnes conditions dans la plupart des régions. Évidemment, la suite du développement dépendra de la pluviométrie des mois prochains. Je dois dire que l'humidité du sol actuellement dans la plupart des zones céréalières est très favorable et bonne. Et donc, nous espérons avoir donc, de nouvelles pluies d'ici 3-4 semaines. Et donc, la suite, si vous voulez, du développement du cycle dépendra de ces pluies. Mais nous avons un très bon départ donc, pour les céréales. Est-ce qu'on peut parler d'un bon départ pour toutes les régions ou peut-être qu'il y a des régions qui s'en sortent mieux que d'autres, Mohamed Sadiqi? Oui, pour les zones céréalières, nous avons en gros un bon départ pour la plupart, peut-être un peu moins pour la région donc, de Marrakech-Safi, mais pour les autres régions, et puis un peu la zone de l'oriental, mais les autres régions sont en très bonne situation en termes donc, d'humidité du sol et en termes donc, de départ du couvert végétal. Alors, je voudrais à présent m'arrêter avec vous sur cette stratégie du soutien des prix. À qui profite-t-elle? Est-ce qu'on parle ici de soutien pour les tout petits agriculteurs, pour les grands producteurs? Parlez-nous un peu davantage pour cette politique, bien sûr, en tenant compte des résultats que vous venez de nous développer. Alors, le soutien des prix, d'abord, il faut dire que les prix, de manière globale, ils sont libres. Mais pour un certain nombre de filières donc sensibles et pour un certain nombre et pour les petites catégories donc d'agriculteurs, il y a un appui en fonction donc de la situation. Et la démarche globale, si vous voulez, du soutien consiste à soutenir l'investissement à travers des incitations et à travers donc des interventions le long de la filière.
Alors, quand il s'agit de céréales, il y a un appui spécifique pour maintenir le prix, pour soutenir, si vous voulez, donc la production nationale. Euh, D'abord, à travers donc des primes au stockage au moment de la récolte, à travers l'intervention pendant des périodes de sécheresse, et puis surtout à travers donc les intrants. L'importation des intrants est exonérée des taux de douane donc à l'importation. Et puis également l'appui à la semence. Donc il y a une subvention donc pour les semences certifiées. Et puis en ce qui concerne, je dirais donc le consommateur, pour les céréales de manière spécifique, lorsque les prix à l'importation sont élevés, il y a une restitution aux importateurs pour maintenir donc le prix du pain. Très bien. Bon, alors vous avez parlé d'appui. Bien sûr, nous ne pouvons pas parler d'appui financier, en l'occurrence, sans évoquer les stratégies, les politiques qui ont été mises en place dans le cadre, n'est-ce pas, de politiques de soutien qui sont relatives aux impacts de la Covid-19. Bien sûr, le Crédit Agricole est très engagé dans ce sens. Je voudrais savoir, est-ce que vous pensez, ou jusqu'à quel point ou à quel terme ces appuis financiers-là peuvent porter leurs fruits pour les producteurs aujourd'hui? Alors, il faut dire que deux choses. D'abord, l'assurance agricole dont j'ai oublié de parler, qui est aujourd'hui qui atteint 1 million d'hectares pour les céréales, est un produit extrêmement important et apprécié par les producteurs et qui est soutenu donc par l'État. Le Crédit Agricole a développé toute une série donc de produits adaptés, du produit financier donc adapté pour donc aux différentes filières et aux différentes catégories des agriculteurs pour appuyer donc les agriculteurs aussi bien dans l'investissement que dans la production. Il est clair que pendant cette période donc de pandémie, le Crédit Agricole a fait un effort supplémentaire donc pour s'adapter à la situation. Et donc, je dirais que la question donc de l'appui est une question qui est raisonnée tout au long de la saison, en fonction donc des conditions et en fonction, si vous voulez, je dirais des régions aussi. Donc, cette stratégie, si vous voulez, de soutien et de maintien est raisonnée dans le cadre global à travers les contrats-programmes qui sont prévus dans la génération Green, à travers donc un partenariat public-privé avec les fédérations interprofessionnelles des secteurs productifs, c'est-à-dire des filières. Chaque filière a donc son contrat-programme et nous sommes d'ailleurs en phase de déclinaison de la génération Green pour chaque production, donc pour chaque filière, afin donc d'avoir des objectifs donc ciblés et mettre en place donc les incitations et la gouvernance nécessaire à travers donc ce partenariat avec les interprofessions pour chaque filière. Oui, est-ce que, puisque vous l'évoquez, Mohamed Sadiqi, le plan Génération Green 2020-2030, est-ce que vous pensez que la crise Covid-19 a quelque peu ralenti le démarrage de cette stratégie? Non, au contraire, je pense que effectivement, bon, la Covid, ce que les conditions Covid ont, si vous voulez, impacté, c'était la façon de faire. Et donc, au début, les 3 premiers mois pendant le confinement, vous savez donc que la plupart des secteurs ont connu des perturbations. Le secteur agricole donc a maintenu ses activités. Évidemment, il a fallu s'adapter donc aux conditions de Covid et donc à l'application stricte des mesures sanitaires édictées par les autorités. Le ministère, avec la profession, avec tous les opérateurs et avec les départements donc concernés, a mis en place une gouvernance donc dédiée pour que ces activités puissent continuer afin d'approvisionner le marché national d'une manière donc continue, avec des prix stables et avec la diversité des produits qu'il faut. Et donc le secteur a continué
ses activités, mais il a dû s'adapter. Il y a eu évidemment tout un ensemble donc d'opérations pour que les unités de production, pour que la transformation puisse donc s'adapter au nouveau contexte. Et donc pendant toute cette période, il y a eu une dynamique très forte pour la déclinaison de la génération green, c'est-à-dire l'établissement des plans de sa mise en œuvre. Et aujourd'hui, Génération Green est rentrée en application. Donc, nous avons mis en place les instruments techniques et les instruments financiers donc d'investissement et d'intervention. Et il n'y a pas de gap, si vous voulez, entre la fin du plan Maroc Vert et le début de la Génération Green. Tout ce qui restait à faire dans les programmes, je dirais les chantiers lancés dans le cadre du plan Maroc Vert qui n'étaient pas terminés, sont versés aujourd'hui dans la Génération Green. Et donc, il y a une continuité. Très bien, nous allons y revenir. Mais avant, puisqu'on parle de bilan et on était en train de dresser, n'est-ce pas, un état des lieux de plusieurs filières, je voudrais m'arrêter sur les producteurs exportateurs. Alors, le ministre de tutelle devant la Chambre des représentants lundi a avancé des chiffres très positifs, n'est-ce pas, pour les exportations marocaines. Mohamed Sadiki, je voudrais savoir ou avoir un peu plus de détails sur les marchés, ce qu'il y a eu de nouveaux marchés qui ont été desservis par les produits marocains de l'agriculture et aussi quelques produits peut-être nouveaux, sans bien sûr parler et sans oublier les classiques, à savoir la tomate et autres oranges et clémentines made in Maroc. Oui, d'abord, il y a eu une demande accrue des marchés traditionnels, donc le marché européen, la Russie, les États-Unis, le Canada, et puis il y a eu certains marchés, je dirais, nouveaux, qui n'étaient pas donc coutumiers, notamment asiatiques, par exemple l'Inde pour les petits fruits des agrumes, et puis pour l'huile d'olive également. Les exportations donc ont augmenté par rapport à la saison dernière. Quelques chiffres par rapport donc à la saison d'avant. Pour les légumes et les fruits, on est à 474 900 tonnes, une augmentation de 9% par rapport à l'année d'avant. Les agrumes, on est à 286 000 tonnes avec une augmentation de 12% par rapport à l'année d'avant. Les produits agricoles transformés, une augmentation, on est à 477 800 tonnes avec donc la fraise surgelée, avec les sirops de fruits, les jus de nectar, etc. Et évidemment, il y a également l'export des produits de terroir et des produits de niche, de différentes variétés, différents types de produits, tels que donc l'huile d'argan, tels que le safran, tels que donc les dattes, quelques dattes donc de niche, et puis les huiles essentielles de cactus et d'autres donc huiles essentielles et donc et d'autres produits. Alors, est-ce que, puisque vous parlez de ces produits de niche, est-ce que vous pensez que le SIAM, donc le Salon international de l'agriculture au Maroc, donc 2021, on vient de l'annoncer malheureusement comme celui de 2020, il a été annulé. Est-ce que vous avez prévu au sein de votre département une alternative pour les producteurs, notamment de produits de niche et de produits de terroir, et d'autres producteurs aussi qui profitaient de cette vitrine internationale pour mettre en avant leur production et leurs produits? Oui, évidemment, cette édition également 2021 a été annulée en raison donc des conditions de pandémie qui ne permettent pas donc de tenir cette rencontre. Alors, sous les instructions de Monsieur le Ministre, donc un appui sera apporté à l'accès aux grandes surfaces des produits de terroir, donc via des conventions avec les grandes surfaces. Ce travail donc a été est bien avancé, notamment à travers l'Agence développement agricole. Mise en place d'une plateforme digitale pour la vente des produits de terroir et qui sera soutenue donc par le ministère, notamment par l'ADA en collaboration avec le Crédit Agricole.
participation à des salons virtuels internationaux de manière donc active et peut-être donc la conception, nous sommes en train d'étudier la question d'un salon virtuel. Et si les conditions sanitaires donc s'améliorent dans le reste de la saison, il y aura encouragement d'organisation de salons régionaux, de salons locaux et régionaux, donc pour permettre donc aux coopératives, aux associations, aux producteurs locaux de produits de niche et de terroir, donc de vendre leurs produits. Et de manière globale, l'investissement, et donc des coopératives, l'appui à l'investissement des coopératives et des groupements d'intérêt économique continue de manière donc active. Très bien. Bon, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que la politique, ou en tout cas les revendications fiscales des producteurs de manière générale, et notamment exportateurs, ont été favorables? Est-ce que vous pensez que, justement, parce que certaines voix s'élèvent pour dire que, effectivement, la politique fiscale n'aide pas ces producteurs, notamment en ce qui concerne la TVA. Vous en dites quoi, Mohamed Sadiqi? Écoutez, je pense que effectivement, depuis 2015, depuis le retour de la fiscalisation du secteur agricole, il y a eu de nombreuses discussions, des débats et des revendications donc des producteurs et leurs représentants. Et je pense que cette année, il y a eu pas mal de mesures très favorables qui ont été adoptées. Et donc, évidemment, il y a encore un certain nombre d'aspects sur lesquels les producteurs et les opérateurs de manière globale souhaitent avoir donc des améliorations, des assouplissements. Et les discussions vont bon train. Je pense qu'à mesure, si vous voulez, que l'organisation de la profession et du secteur productif de manière globale s'organisent, ces discussions donc connaîtront donc un aboutissement. Le secteur agricole ne demande que vraiment à être, si vous voulez, fiscalisé, mais de manière donc adaptée, avoir un système donc adapté à ses conditions et à sa saisonnalité. Très bien. Bon, alors on va terminer par l'avenir, par cette stratégie Génération Green. On va rappeler que le Maroc a été très bien classé dans ce Green Future Index par le MIT, cette prestigieuse université américaine. Qu'est-ce que, en fait, ce bon classement peut, ou qu'est-ce que peut apporter cette stratégie Génération Green dans le positionnement du Maroc, déjà très bon, n'est-ce pas, dans sa région, mais dans son positionnement dans le monde, et notamment, Mohamed Sadiqi, en ce qui concerne les produits transformés. Comment le Maroc, comme on peut parler aujourd'hui du Maroc qui se positionne dans la chaîne de valeur, ou qui a des ambitions de se positionner dans cette chaîne de valeur industrielle, comment peut-il se positionner aussi dans cette chaîne de valeur agroalimentaire? Oui, évidemment, cet index, Green Future Index, qui a été élaboré, qui place le Maroc comme leader en Afrique et en Moyen-Orient. Il est premier dans la zone MENA et deuxième en Afrique. Alors, ce classement, en fait, ce n'est qu'une reconnaissance du rôle leader du Maroc sur le continent, notamment à travers l'agriculture durable et les énergies renouvelables. Et la génération Green, justement, est venue pour pérenniser le développement agricole de manière globale à travers une agriculture durable, donc sur les prochaines années, en valorisant les acquis et les bonnes pratiques des années du plan Maroc vert. Le fondement 2 de la génération Green, justement, focalise sur la pérennisation du développement agricole à travers une agriculture qui soit durable et respectueuse de l'environnement, résiliente au changement climatique, donc en poursuivant cette dynamique qui a été instaurée sur les 12 années du plan Maroc vert dans le secteur, notamment par le dédoublement de l'efficacité hydrique, c'est-à-dire faire 2 fois plus avec la même quantité d'eau ou avec moins, la poursuite des programmes d'économie de l'eau d'irrigation et la mobilisation de l'eau
des eaux non conventionnelles, notamment le dessalement de l'eau de mer, l'utilisation des énergies renouvelables. Dans le secteur, il est prévu, par exemple, sur les 10 prochaines années, que 10% de l'énergie d'irrigation provienne donc de l'énergie solaire. Et évidemment, la génération green inclut également l'amélioration des sols et la conservation des sols à travers les différentes techniques de conservation du sol. On vient de lancer aujourd'hui tout un débat sur la technique du semis direct à travers donc la conception de nouveaux semoirs donc du semis direct. Parce qu'on ne le rappellera jamais assez, bien sûr, la gestion de l'eau est vitale pour ce secteur et aussi pour le pays, en sachant 80%, n'est-ce pas, des ressources en eau, en tout cas de l'utilisation de l'eau, va vers le secteur agricole qui, rappelons-le également, est le pilier de notre économie. Encore une fois, je vous réitère nos remerciements, Mohamed Sadiqi, pour avoir répondu à nos questions et aux questions de Médien TV. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, madame. Voilà, c'est la fin de Question Écho. Très bonne soirée à tous.